La première étape consiste à faire un trou au centre du bloc de pierre. Un creusement que l'on taille en forme triangulaire. Une première pièce est insérée sur un côté, puis une deuxième à l'opposé. Enfin, le troisième élément s'enfonce au centre. Une boucle permettant l'accroche est placée au-dessus des trois parties. Puis une goupille se glisse pour rendre les 4 pièces totalement solidaires. Le système d'accroche est prêt à être soulevé avec son bloc. C'est ainsi que le château de Bennac se construit. Avec de belles parois, mais certaines ne sont pas de la même épaisseur, comme celles au-dessus de la falaise qui sont bien plus fines qu'ailleurs. Comme on est dans un endroit où on ne risque pas d'être attaqué, on est au-dessus de la falaise, eh bien on va faire des murs un peu moins épais. On va passer plutôt de murs qui faisaient de 2,50 m. Ici, on va se retrouver à 1 m, 1,50 m de largeur. L'économie de pierre, possible au-dessus de la falaise, est une rareté. Car au Moyen-Âge, à Bennac et dans la grande majorité des châteaux forts, lorsqu'il faut construire une structure résistante, l'un des critères principaux, c'est l'épaisseur des murs. Plus elle est profonde, plus les boulets tirés par les machines de guerre auront du mal à percer la muraille. Sur le château de Bennac, certains murs font 3 mètres d'épaisseur. C'est énorme parce que c'est plein. Donc les pierres équarries, les belles pierres de taille sont sur les parements extérieurs et à l'intérieur, on va faire un mélange de blocs et de mortier pour remplir. C'est du fourrage. On balance des pierres, du tout venant, des choses qu'on ramasse. C'est des blocs de pierre qui sont noyés dans une espèce de béton, mais qui est sans chaud. C'est du béton de terre, d'argile. Il faut quand même que le mur soit stable. Donc effectivement, c'est moins beau, c'est rempli, mais c'est néanmoins de la construction, c'est de la maçonnerie. Ce qu'on appelle les murs sandwich, en fait. Ces remparts, le donjon, les terrasses, la cour intérieure, ce château est exceptionnel. Il remplit tous les critères que l'on attend d'un vrai château fort. Mais ce que nous voyons aujourd'hui ne ressemble pas tout à fait à ce qu'il a pu être au Moyen-Âge. Certaines parties sont arrivées bien plus tard, au XVIe siècle. Toutes les terrasses de terre qu'on a un peu partout, toutes ces terrasses qui sont très pratiques pour faire des jardins, des vergers, il faut imaginer qu'elles n'existaient pas. On avait un relief beaucoup plus irrégulier. Certaines tours, ou bien encore ces escaliers, sont construits bien après le Moyen-Âge. Et la question est de savoir à quoi ressemblait leur premier château. Et en fait, on ne sait pas. Mais des écrits retrouvés nous permettent de décrypter les mystères de la construction du château fort de Bennac. Comme cette pièce exceptionnelle, où la justice était rendue. Une salle qui a fait l'objet d'une transformation radicale et impressionnante. Elle tranche incroyablement avec toutes les autres pièces du château, qui n'ont pas du tout la même configuration. Les pièces à vivre, elles sont très petites et mal éclairées, pas bien chauffées. Les gens vivaient dans un inconfort qu'on n'imagine même pas aujourd'hui. Cette pièce est totalement différente. Une hauteur sous plafond immense, des fenêtres plus nombreuses, plus larges et plus grandes que partout ailleurs. Les riches propriétaires Bennac ont ainsi créé la salle des États du Périgord. Un lieu sacré où les 4 grandes familles de la région vont se réunir pour rendre la justice au nom du roi de France, Charles VII. Mais pour que la salle soit à la hauteur des décisions, il faut entamer de lourdes transformations. À commencer par le plafond très classique et beaucoup plus bas. On va en fait remplacer cette grande toiture par une voûte de pierre, tout simplement, pour pouvoir donner la solennité à cette salle. En fait, ça va résonner énormément, comme dans une salle de justice. La toiture supprimée, l'ambition est de créer un immense plafond en voûte. Mais pour y parvenir, les bâtisseurs du château doivent renforcer l'un des murs de la salle. Il est trop fin pour encaisser le poids de la future réalisation. Il ne peut en aucun cas supporter la masse de la nouvelle voûte. Son épaisseur est donc augmentée considérablement.
Donc il y a un travail qui va être colossal, qui va être fait pour pouvoir monter cette salle en fonction. Une fois le mur épaissi, le nouveau plafond est installé grâce à des cintres en bois. Ils permettent la pose des pierres au fur et à mesure. Le plafond, d'une hauteur de 6 mètres, permet aussi le montage de nouvelles fenêtres. Les rayons du soleil inondent la salle. Pour laisser passer la lumière divine, pour pouvoir travailler à la justice. La métamorphose est terminée. Lorsque les 4 familles s'y retrouvent, elles n'ont de cesse de prétendre chacune au titre de premier baron du Périgord. De l'attention à des proportions bien plus importantes, le château fort de Bennac va en vivre plusieurs épisodes durant son existence. Car la guerre des territoires fait rage avec les Anglais. C'est la fameuse guerre de 100 ans de 1337 à 1453. Mais le château fort de Bennac est doté d'un des meilleurs systèmes défensifs de l'époque. À commencer par son entrée principale. C'est une barbacane. Le barbacane, c'est un mot arabe, ça veut dire le piège en arabe, donc on va chercher à piéger les adversaires. La barbacane est un sas des temps anciens. C'est une entrée avant l'entrée principale. Un goulot d'étranglement permettant de contrôler les allées et venues dans le château. Les potentiels assaillants ont l'habitude de tenter le déguisement pour pénétrer dans la grande cour principale. L'important, c'est d'avoir un sas devant la porte. Un sas qui va permettre à filtrer. Étant donné que dans le château, vous allez avoir de la circulation. Des gens qui viennent porter le grain des impôts, ce genre de choses, des commerçants. La pénétration d'une enceinte par la ruse est un stratagème très redouté. Est-ce que ce moine qui rentre n'est pas un Anglais avec une épée dissimulée sous sa bure, par exemple? Ils se font passer pour des voyageurs, pour des personnes plus modestes et d'essayer de prendre le château comme ça par la ruse. Le déguisement, afin d'accéder à la grande cour centrale, est un moyen moins onéreux d'envahir un château plutôt que de tenir un siège durant de longues semaines. Et cela évite de détruire un bien qui vaut beaucoup d'argent. Le but d'attaquer une place forte, c'est de la faire tomber. D'accord? C'est donc de la récupérer, quand même en bon état. Des gardes sont donc postés au cœur de la barbacane. Vous avez des hommes qui vont contrôler directement, prévisuellement, les chargements, ce qui va rentrer, les individus. Et si les événements tournent mal, le pont-levis se remonte. Des archers sont postés en hauteur sur un muret dédoublé. Ils décochent toutes les flèches possibles sur les envahisseurs. La barbacane devient un tombeau ouvert. Un vrai bain de sang que les assaillants préfèrent éviter. Alors d'autres moyens sont envisagés pour faire tomber le château fort. La négociation financière existe. Moyennant une certaine somme, le seigneur du château peut quitter les lieux sans que sa famille ne soit décimée. Ils ont le droit de partir avec juste un bagage, donc ils ne sont pas tués, parce qu'ils ont accepté de se rendre. Donc en général, quand on refuse de se rendre, c'est là où ça peut devenir dangereux, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de quartier.